Observée pour la première fois en 1937 dans une expérience d'hélium liquide, la superfluidité regroupe un ensemble de phénomènes d'hydrodynamique quantique très intéressants. Par exemple, l'une des façons les plus simples et les plus intuitives d'aborder le problème, c'est de parler d'écoulement sans dissipation. La viscosité du fluide devient négligeable et il s'écoule sans frottement et sans perte d'énergie. Dans la vidéo que vous voyez, on observe de l'hélium liquide qui se retrouve dans un récipient, et on le voit s'échapper du récipient. Eh bien, ce phénomène est une conséquence directe de sa superfluidité. Mais est-ce que tous les liquides peuvent avoir des comportements superfluides? Eh bien, la réponse est non. Non. La superfluidité apparaît dans ce qu'on appelle des fluides quantiques, lorsque les effets ne peuvent plus être expliqués de façon classique. La superfluidité se produit aussi à des températures très basses. Par exemple, pour le cas de l'hélium liquide, on est autour des 4 Kelvin. Elle peut aussi se passer dans les condensats de Bose-Einstein. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous invite à aller voir cette vidéo. Enfin, je pense que c'est ici. Eh bien non, c'était là. Et il y a aussi une condition sur la vitesse de l'écoulement. Cette condition s'appelle le critère de Landau. Landau, de son vrai nom Lev Davidovich Landau, est un physicien russe extrêmement célèbre. Il est d'ailleurs lauréat du prix Nobel de physique de 1962 pour ses théories pionnières sur l'état condensé de la matière, et en particulier l'hélium liquide. Il proposa une théorie qui s'appuie sur des méthodes perturbatives pour la caractérisation de la superfluidité. Pour qu'un fluide adopte la superfluidité, il faut qu'il s'écoule en dessous d'une certaine vitesse critique. Mais qu'est-ce que cela implique? Prenons par exemple l'écoulement de l'eau dans une rivière. À chaque rocher dans la rivière, l'eau, elle va tourbillonner, elle va être perturbée, il va y avoir des excitations, etc. à chaque rocher. On dit que ces obstacles perturbent l'écoulement de l'eau. Prenons maintenant le cas d'une rivière composée d'un fluide quantique, par exemple de l'hélium liquide. Ce que Landau nous dit, c'est que si l'hélium liquide se déplace en dessous d'une certaine vitesse critique, les obstacles, il ne va pas les voir. Il va s'écouler sans dissipation, sans frottement, sans viscosité, et il ne va pas être dérangé par ces obstacles. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de tourbillon à la suite de ces obstacles, ni rien. Ce qui est quand même extrêmement fort. On est légitime de se demander comment l'obstacle va influencer la vitesse critique de superfluidité. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette question dans cette vidéo, mais sachez que la Sainte Déesse Rejoignez le culte réalise une partie de sa thèse à ce sujet, et c'est elle qui m'aide à écrire cette vidéo. Autre chose que j'aimerais mentionner, ce sont les vortex. À cause de la forme du champ des vitesses d'un fluide quantique, le flow et donc la circulation doivent être irrotationnels. Je ne rentrerai pas dans les détails des calculs physiques et mathématiques de ce que je viens de dire, mais si ce que je raconte n'est vraiment pas clair, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc je disais, le flot doit être irrotationnel, ce qui implique qu'on ne peut pas avoir de tourbillon dans notre fluide. Et pourtant, une expérience a été menée où les scientifiques ont pris un bécher avec de l'hélium dedans. Ils ont pris le récipient et ils se sont mis à le tourner. Ils l'ont tourné, et ils voulaient voir qu'est-ce qui se passe dans notre fluide. Comme je l'ai dit, à cause du caractère irrotationnel et à cause de la viscosité qui est nulle, le fluide ne devrait pas bouger. Et non. Ils ont vu qu'à partir d'une certaine vitesse de rotation du récipient, il y avait des vortex qui se formaient dans le fluide. Du coup, ils se sont dit, bon, on va encore augmenter la vitesse de rotation et on va voir ce qui se passe. Donc ils augmentent la vitesse de rotation du bécher, et il se passe, pas grand-chose. Il y a des vortex et puis c'est tout. Et puis là, ils commencent à augmenter encore plus la vitesse et pouf, encore plus de vortex, et etc., etc., etc. Donc en gros, ce qu'ils viennent de prouver, c'est que la formation de vortex est quantifiée. On voit bien que plus on augmente la vitesse de rotation du bécher, plus il y aura de vortex, mais la relation n'est pas linéaire entre les deux, elle s'effectue par paliers. C'est-à-dire qu'en dessous d'une certaine vitesse, on va pas avoir de vortex. Et entre deux vitesses bien spécifiques, le nombre de vortex ne va pas changer. La circulation est quantifiée. Si le terme quantifié ne vous parle pas, je vous invite à aller voir ma première vidéo de vulgarisation scientifique qui s'appelle « Le seul prix Nobel d'Einstein », qui porte sur l'effet photoélectrique et la quantification des niveaux d'énergie. Tout ça pour dire que faire du kayak dans une rivière composée d'hélium liquide, c'est extrêmement facile. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, dites-le moi en commentaire. Je me ferai une joie de répondre à vos questions. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, j'aimerais me lancer un défi de réaliser une vidéo par semaine, au moins pendant un mois. Donc vous allez revoir ma gueule assez souvent.